Ici Michel Jeté, bienvenue au Bulletin Presse Mob. 2019 s'est terminé par ce qui pourrait être l'acte 1 de la crise climatique. Nous avons été témoins depuis les 30 dernières années de phénomènes extrêmes, ouragans, inondations, sécheresses, records de froid, canicules planétaires, etc. Tout cela était le prélude des premières manifestations de l'augmentation du CO2 d'origine anthropique qui a explosé depuis le début de l'ère industrielle. Maintenant, la vitesse de la fonte du couvert de glace arctique et des grands glaciers nous indique, entre autres, que nous avons modifié profondément les processus complexes qui composent notre climat. Mais les chaleurs extrêmes et les feux en Australie nous annoncent quelque chose de plus sombre et inquiétant. Avec le dépassement des 350 particules par million de CO2 survenu à la fin des années 80, nous venions probablement de terminer le prologue de la crise climatique. Le rideau s'est maintenant ouvert sur l'acte 1 de cette crise du climat. Et les feux de l'Australie nous mettent face à cette tragédie qui se développe sous nos yeux. Ils se sont manifestés avec une telle ampleur que c'est un continent au complet qui subit le choc climatique. Ce sont des feux qui ont détruit jusqu'à aujourd'hui une superficie équivalente à 3 fois la Belgique. Plus d'1 million de milliards d'animaux ont péri dans les incendies, ce qui a amené bon nombre d'espèces indigènes sur le bord de l'extinction. L'Australie cumule tous les avertissements émis par la Déclaration d'urgence climatique, la DUC. Mais ce n'est pas tout. Ce sont 6 milliards de tonnes de CO2 qu'ont émis au total les feux de forêt en 2019. Les activités humaines tout autour du globe en émettent environ 55 milliards de tonnes par année. C'est comme si un nouveau continent venait d'apparaître et avait ajouté ces GES supplémentaires à nos émissions records. L'état d'urgence climatique est plus criante que jamais. Refuser de l'avoir tient de la négligence criminelle. 2019 s'est donc terminé non pas par un immense coup de semonce, mais bien par une agression climatique qui annonce que la crise est en train de nous prendre de court. Car peu importe ce que l'on tente, les endroits où elle va frapper, nos actions n'auront que bien peu d'effet. C'est malheureusement ce que l'Australie nous enseigne. Si nous ne voulons pas que le mythe d'Icare se concrétise et assister à notre propre perte, notre défi sera de faire un pas évolutif majeur en comprenant les mécanismes qui nous ont précipités dans cet enfer. Mais ils ne devront non seulement être compris, mais endigués. Cela est possible, à condition que tous ceux et celles qui sont conscients y mettent toute leur énergie et agissent maintenant afin de déclencher cette profonde révolution. Et c'est le cas de militants au Saguenay. En s'opposant au gazoduc GNL et à l'usine de liquéfaction du gaz naturel Énergie Saguenay, ils participent à cette lutte historique afin d'éviter un bouleversement abrupt et irréversible du climat. Si notre gouvernement permet que les projets du gazoduc GNL et l'usine Énergie Saguenay voient le jour, projets qui émettront annuellement de l'extraction à l'utilisation du gaz naturel plus de 50 millions de tonnes de nouveaux GES, en plus d'accentuer la crise climatique, ces 50 mégatonnes vont annuler du même coup tous les efforts des citoyens et des citoyennes de nos municipalités pour réduire nos émissions de GES. En plus d'être complètement irresponsable face à la catastrophe climatique, l'usine de liquéfaction du gaz Énergie Saguenay, dont la construction est prévue pour 2021 si GNL Québec obtient les autorisations du BAP, cache un autre enjeu socialement tout aussi troublant. Grâce à des tarifs préférentiels offerts par Hydro-Québec, Énergie Saguenay va utiliser notre hydroélectricité plutôt que son propre gaz pour le processus de liquéfaction. Bien sûr, cela va lui donner une apparence plus verte, mais au final, le gaz qu'elle aura économisé grâce à notre électricité et nos tarifs préférentiels sera vendu sur les marchés extérieurs, augmentant les GES et du même coup ses profits. Rappelons qu'une fois ce gaz naturel exporté sur les marchés internationaux et brûlé, même si cela se passe en Europe et en Asie, les gaz à effet de serre qui seront émis vont s'additionner au reste des GES pour affecter au final la planète entière, enfonçant du même coup des clous supplémentaires dans notre cercueil climatique commun. Hydro-Québec va fournir 5 TWh, ça veut dire 5 milliards de kilowattheures par année pendant 25 ans
pour liquéfier du gaz de fracturation qui arrive de l'Alberta. C'est complètement aberrant et j'ai honte. Militant de longue date pour la protection du territoire, ayant une formation de scientifique, Jean Paradis a fondé en 1996 une OSBL, Négawatt Production. L'organisme avait comme mission d'assurer la protection de l'environnement en éduquant la population sur les moyens qu'elle peut prendre pour réduire sa consommation d'énergie. Trouvant révoltant que notre hydroélectricité serve à un processus qui va résulter à liquéfier un gaz fossile, qui résultera en une augmentation importante de GES, et voyant que certaines forces économiques locales se mettent en branle pour tenter d'influencer les citoyens et citoyennes du Saguenay, Jean a décidé de contre-attaquer afin de mettre en lumière les vrais enjeux d'un projet aberrant qui refuse de voir la réalité climatique. Actuellement, on vit une crise climatique sans précédent. J'aimerais savoir, dans un premier temps, ta vision. Qu'est-ce que tu perçois dans cette crise climatique-là? Cette crise climatique-là est engendrée par notre consommation d'hydrocarbures et particulièrement du pétrole et du gaz. Et d'où là l'importance de mon implication pour contrer cette opération-là d'acheminement de gaz de l'Alberta vers Saguenay pour fin de liquéfaction dans un gazoduc de 780 km et qu'on voudrait, après ça, exporter à l'étranger. Alors, parle-nous de la dynamique de cette compagnie-là. Comment est-ce qu'elle veut s'implanter au Saguenay? Comment est-ce qu'elle veut influencer les grands acteurs politiques et les citoyens? En fait, depuis 2014, que déjà l'entreprise a engagé des gens en communication et en relation avec le milieu pour pouvoir essayer de convaincre les gens que ça pourrait être un bon projet. Ça fait depuis 2014. Mais dernièrement, depuis qu'ils ont déposé leur étude d'impact partielle au printemps passé, là, il y a vraiment une opération majeure de propagande et de publicité qui se fait dans tout ce qu'il y a de médias au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dernièrement, ce qui est assez impressionnant, dernièrement, il y a eu une opération panique, là, parce qu'on sent que ça ne va pas comme ils voudraient, parce qu'on a eu un sondage où il y avait seulement 20 des gens qui étaient très favorables à leur projet. Donc, c'est probablement très inquiétant pour eux. Il y a eu une opération, là, ce qu'on pourrait qualifier un show boucan, il y a quelques semaines, où ils ont lancé un mouvement, je crois, en ma région. Donc, c'est un mouvement qui se veut un mouvement de mobilisation pour les grands projets. Mais on le sait très bien qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y en a pas de grands projets autres que GNL qui posent problème majeur. Donc, il y a comme un regroupement du politico-économique qui essaie de monter un mouvement. Et ça démontre un état de panique assez important de la compagnie. Donc, ça va pas bien pour eux dans l'acceptabilité sociale. Et là, c'est du jamais vu, là, ce mouvement-là là, qui a été cautionné par tous les médias de la région, entre autres dans un des journaux qu'on appelle Informe Affaires. Il y a de la publicité de GNL et il y a une première page avec la création de ce mouvement-là. Et en plus de créer ce mouvement-là, ils sont allés chercher, c'est assez particulier, l'ancienne députée NPD dans Jonquière, Karine Trudel, qui est devenue leur porte-parole. Ils l'ont engagée, en fait. Il y a un organisme, Promotion Saguenay, qui est directement relié à la Ville de Saguenay, qui va la payer 33 000 $ pour 4 mois pour être leur porte-parole de leur mouvement. On voit bien là, que ça commence à être assez scandaleux comme opération. Ce qui est particulier de cette campagne-là, de ce mouvement-là, je crois à ma région, c'est que ça sous-tend quelque chose d'assez pernicieux par rapport à ceux qui ne croient pas au projet Énergie Saguenay. Parle-nous de cet aspect-là qui est quand même un aspect au niveau des communications assez tordu, là. C'est un slogan qui est premièrement, très malhonnête intellectuellement et qui est irrespectueux de la position des autres. C'est comme si on n'était pas pour GNL, par exemple, on n'était pas pour le développement de notre région. Et ça c'est vraiment là, une opération de communication très malicieuse. Et on l'a dénoncé, on la dénonce encore. Ce slogan-là est un slogan
qui est malhonnête. Ça devrait être dénoncé de façon importante. Je dirais malhonnête, mais aussi peut-être plus dangereux parce qu'il est divisif, si on peut utiliser ce mot-là. Il divise la population, il met les pour et les contre, et donc souhaite d'une certaine façon créer une certaine confrontation entre différents groupes citoyens ou différents groupes d'affaires, n'est-ce pas? Je ne dirais pas les pour et les contre, je dirais les bons et les mauvais. C'est pire, parce que quand on n'est pas pour notre région, on est mauvais. Ça crée vraiment une tension là, qui atteint un nouveau niveau. C'est pas juste on est pour ou on est contre le projet. Là, t'es pour la région ou t'es contre la région. C'est assez grave comme opération. Et à la coalition FIOR, ça nous donne une indication de l'état de la situation, de l'acceptabilité sociale. Parce que si tout ça se fait, c'est que ça va pas bien. C'est bon signe, mais c'est quand même indécent. Tu as réagi en rapport à cette opération-là de, entre guillemets, je crois, à ma région. Tu as émis une lettre et la lettre a été reprise dans différents quotidiens. Explique-nous qu'est-ce qui t'a amené à créer cette lettre-là et comment ça s'est passé. J'ai réagi sur le slogan, premièrement, mais j'ai aussi réagi sur le fait qu'ils utilisent dans leur communication, et la Ville de Saguenay elle-même a fait une résolution pour les grands projets. Avec un S. J'ai réagi dans la lettre parce que c'est curieux, parce qu'il n'y en a pas de grands projets. Il y en a juste un grand projet qui n'est pas autorisé. Les deux autres grands projets dont il parle, c'est Ariane Phosphate et Métaux BlackRock. Et ces projets-là ont toutes les autorisations actuellement pour se mettre en branle. Ils n'ont pas besoin de soutien, ces projets-là. Donc, c'est une façon de se cacher derrière le pluriel vers les grands projets pour ne pas avoir l'osieux de dire qu'on est pour GNL, parce qu'on sait très bien que ce projet-là, économiquement, socialement et environnementalement, il n'est pas bon. Ça fait qu'il se cache derrière, c'est comme un petit peu du camouflage. Là. Ça fait que moi, ce que je dis dans ma lettre, j'ai appelé un chat. Dites-le franchement que c'est pour GNL que vous êtes, comme ça, la conversation sera plus claire, pas de faux fuyants. Allons justement dans le pourquoi que ce projet-là ne tient pas la route, particulièrement face à la crise climatique et particulièrement face à la région du fjord du Saguenay. Parle-nous des aspects les plus inquiétants du projet Énergie Saguenay. Un des aspects qui, moi, personnellement, vient plus me chercher, j'ai créé un OSBL, Négawatt Production. On est allé rencontrer des citoyens pendant 22 ans pour essayer de les convaincre d'économiser de l'énergie, d'économiser des kilowattheures. Et dans ce projet-là, ce qui me scandalise, c'est qu'Hydro-Québec va fournir 5 TWh, ça veut dire 5 milliards de kilowattheures par année pendant 25 ans pour liquéfier du gaz de fracturation qui arrive de l'Alberta. C'est complètement aberrant et j'ai honte, je vous dirais, j'ai honte d'avoir rencontré des citoyens pendant 22 ans pour les convaincre d'économiser des kilowattheures, alors que maintenant, on va gaspiller leur effort à fournir de l'énergie propre pour faire du gaz sale. Ça me décourage. Je comprends rien dans cette opération-là. Il y a aussi des exemples que tu donnais qui sont vraiment assez spectaculaires en rapport à la quantité de gaz qui va être liquéfié, mais aussi par rapport à la quantité de gaz qui va transiter dans ce tuyau-là, le fameux tuyau gazoduc. Parle-nous de ces analogies ou ces chiffres-là qui sont quand même assez aberrants. Là. Le promoteur, lui, parle de 11 millions de tonnes de gaz liquéfié par année. Il nous parle d'un petit chiffre, 11 millions, on a l'impression, avec les lotos maintenant, 11 millions, c'est même plus. C'est ce qu'on mettrait dans les méthaniers. Mais avant qu'il soit liquéfié, là, dans le gros tuyau de 42 pouces, là, par année, il va y avoir 15 milliards de mètres cubes de gaz qui vont être acheminés dans ce tuyau-là. 15 milliards de mètres cubes. C'est l'équivalent de 3 fois le lac Saint-Jean en eau. C'est comme si on mettait dans le tuyau 3 fois le lac Saint-Jean par année. C'est des chiffres que le promoteur ne parle pas, naturellement, parce que c'est des trop gros chiffres, ça fait trop peur. Et il faut se rappeler que ce gaz-là, il faut s'en rappeler, c'est du méthane à 98 %. Et le méthane, c'est un gaz beaucoup plus polluant que le CO2. Donc, il y a des fuites, là, il va y avoir des fuites dans le transport à partir de l'extraction jusqu'à l'acheminement d'un pays étranger. Et s'il y a 2 % de fuite de méthane, ça va complètement contrebalancer
ce qu'on voudrait avoir comme remplacement au niveau du charbon. Ça fait que c'est des quantités énormes de gaz et ça, le promoteur garde ça sous silence, naturellement. On va parler d'un terme qui est beaucoup galvaudé actuellement. On parle de carboneutralité. Il est quand même important maintenant à l'étape où ce qu'on en est rendu, de mettre les choses claires et surtout essayer d'utiliser les bons termes en rapport avec la crise climatique qui s'accélère actuellement. C'est un autre sujet qui m'a interpellé. L'entreprise dit que son usine va être l'usine la plus propre au monde. Premièrement, parce qu'elle va utiliser l'hydroélectricité. C'est assez aberrant parce que le 5 TWh d'énergie qu'ils vont utiliser, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'au lieu d'utiliser du gaz, ils vont utiliser de l'électricité. Mais le gaz qu'ils n'utiliseraient pas pour liquéfier, ils vont l'exporter. On parle de 10 % de gaz supplémentaire qu'ils vont vendre. Fait que là, ça veut dire que la consommation qui ne sera pas faite dans l'usine, elle va se faire ailleurs. C'est un déplacement. De nos jours, la carboneutralité, c'est rendu qu'on pourrait faire n'importe quoi au nom de la carboneutralité. On pourrait faire des bombes nucléaires. D'abord, c'est carboneutre. On est content. Ça prend 4 conditions majeures qui sont presque de la magie pour que ça pourrait devenir carboneutre. C'est une étude qui a été faite par la chaire éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi sur la carboneutralité de l'usine, juste l'usine. À partir de leurs calculs, l'usine pourrait être carboneutre, mais dû au fait qu'ils sont alimentés par l'hydroélectricité, ils pourraient peut-être être carboneutre selon 4 conditions. Une première condition, c'est qu'il y a une usine sur le site qui puisse capter le CO2 produit par l'usine de liquéfaction. Une usine de captation, donc une usine qui n'existe pas puis qui n'est pas prévue d'exister. Il n'y a jamais personne qui a parlé d'une usine comme celle-là. Ça prendrait aussi une autre usine qui pourrait récupérer la chaleur produite, parce que les autres, ils liquéfient, juste vous le dire, ils rendent le gaz à moins 162 degrés Celsius. Donc, pour liquéfier, il faut qu'ils le refroidissent. Les opérations de refroidissement génèrent de la chaleur. Ça prendrait une autre usine pour récupérer cette chaleur-là et rendre plus carboneutre l'usine. Donc, 2 conditions. Il y a une troisième condition qui serait de compenser par la plantation d'arbres. Donc, il faudrait essayer des millions d'arbres. Et la quatrième, c'est qu'il faudrait qu'ils achètent des crédits carbone. Et ça, de toute façon, ils seraient obligés d'en acheter pareil parce que la loi les oblige à acheter des crédits carbone. Donc, il y a 4 conditions qui sont préalables au fait qu'elles seraient carboneutres. Jamais GNL va investir dans une usine de captation du CO2, une autre usine qui pourrait capter de la chaleur. Ça n'existe pas, là. C'est des affaires, c'est de la magie. Voilà. Mais moi, je pose la question, bien plus franchement, mais pourquoi est-ce que c'est justifiable? C'est comme si on ne mettait jamais la justification des projets avant de voir si c'est carboneux. On pourrait, à la limite, là, produire des cigarettes cultivées, biodégradables. On pourrait les rouler dans du papier recyclé. On pourrait, à la limite, faire des bouffiltres biodégradables, les vendre en vrac. Ça reste des cigarettes. Il y a c'est un autre temps, la carboneutralité. Là, on n'a plus besoin de regarder la carboneutralité. Il faut regarder à quoi sert le produit qu'on va faire. On ne parle plus de carboneutralité, on parle de non-production. Ce qui est important de comprendre avec le projet Gazoduc Énergie Saguenay, c'est que ça va être un grand émetteur de GES. Et même si ces émissions-là sont émises ailleurs sur la planète, ils vont finir par nous impacter. Peux-tu nous parler de cet aspect-là, comme quoi que nous, on est au Québec, on a un devoir face à nous, mais face à l'humanité aussi, de stopper ça. C'est sûr que c'est global. Puis on a demandé d'ailleurs une analyse globale à partir de l'extraction jusqu'à la consommation dans un pays étranger. On a demandé une analyse globale des GES produits, y compris les fuites de méthane qui vont se faire dans tout le parcours. Ça concerne tout le monde. Et nous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, y compris l'Abitibi, on deviendrait comme complices, entremetteurs de produire ces GES-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est inacceptable. C'est nous autres qui va avoir le robinet, appelons ça de même, là. Puis on va ouvrir le robinet pour que les gens ailleurs consomment du gaz sale, émetteur de GES. Ça, c'est inacceptable. Et on est rendu ailleurs et
tous les scientifiques du monde le disent, les hydrocarbures, dans les 30 prochaines années, il faut qu'ils restent dans le sol. Jacques Benoît pour le bulletin Presse Mob. Dans le dossier gazoduc GNL, plusieurs acteurs préfèrent demeurer discrets, voire secrets. C'est le cas, par exemple, des investisseurs propriétaires américains qui se cachent derrière l'appellation GNL Saguenay, nous donnant ainsi l'impression d'une entreprise bien de chez nous. Mais d'autres entreprises qui collaborent à ce projet préfèrent aussi qu'on ne connaisse pas trop les liens qui les unissent à Gazoduc GNL. Par exemple, Hydro-Québec. Ça vous surprend? Attendez. Normand Baudet, du Centre de ressources sur la non-violence et membre de GMOB, lève pour nous le voile sur les relations qui existent depuis déjà plusieurs années entre Hydro-Québec et TransCanada Energy, mieux connu maintenant comme TC Énergie. Le projet Gazoduc, en fait, si on regarde les entreprises qui ont le plus intérêt à ce que ce projet-là se réalise, on a deux acteurs qui ressortent de façon évidente. On a TransCanada parce que le tuyau qui va être construit, Gazoduc, s'en va connecter en Ontario sur le réseau de distribution de gaz de TransCanada. Donc, en fait, le Gazoduc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur permettre d'ajouter une composante d'exportation qui va traverser le Québec. Et dans le projet Gazoduc, tout le procédé de liquéfaction, ça va être sur la base de des contrats, un gros bloc d'énergie qui va être fourni par Hydro-Québec pour être capable de liquéfier le gaz, donc réduire son volume pour être capable de l'exporter. Hydro-Québec devient un des investisseurs importants de ce projet-là et Hydro-Québec prévoit même construire l'infrastructure d'approvisionnement électrique. Mais Hydro-Québec, là-dedans, malgré tout, là, ils sont conscients de la crise climatique dans laquelle on est déjà et qui va s'amplifier. Alors, moi, j'essaie de comprendre pourquoi ils soutiennent l'industrie du gaz. C'est quoi leur intérêt là-dedans? Hydro-Québec, actuellement, semble avoir encore cette vision-là qui correspond à la vision du gouvernement actuel d'Hydro-Québec comme un levier de développement économique traditionnel, au lieu de voir à l'intérêt de la population, au fait que ça pourrait devenir un levier extrêmement important, justement, pour électrifier, accélérer le processus d'électrification de nos communautés. Puis là, on a une vision qui est un peu tordue d'une réalité qui vise en fait à nourrir certains intérêts de certains individus. Cette façon-là d'agir d'Hydro-Québec comme levier économique, est-ce que c'est pas ça que veut renforcer aussi le gouvernement en retirant le contrôle d'Hydro-Québec de la Régie de l'énergie? C'est évident qu'actuellement, on vise à essayer de centraliser au niveau du gouvernement toutes les décisions relatives à l'énergie. On essaye de faire en sorte que les décisions puissent se prendre au bureau du ministre, puis au niveau des grands mandarins d'Hydro-Québec. C'est assez clair parce que la Régie de l'énergie servait généralement à faire en sorte qu'il y ait des gens intéressés, des entreprises qui puissent avoir toute la documentation nécessaire à comprendre la mécanique de fixation des prix et à être capable de décider et de discuter avec les intervenants gouvernementaux, avec les intervenants d'entreprises pour décider qu'est-ce que pourraient être les prix de l'énergie au Québec. Mais aussi des politiques d'Hydro-Québec. Et les politiques et les orientations, et ça forçait formellement le gouvernement à avoir une transparence au niveau énergétique. Là, ce qu'on vise à faire, c'est clairement de retirer ce processus-là et de faire en sorte de pouvoir prendre les décisions en vase clos, en catimini, par un groupe très restreint d'individus qui, là, vont pouvoir orienter la politique en faveur d'un développement économique plus traditionnel. La vision entrepreneuriale de la CAQ qu'on voit actuellement. Et là, on a en plus un système de porte tournante qui semble s'être installé au niveau énergétique au Québec, entre Hydro-Québec et l'industrie gazière. Vous avez là une usine qui appartient à la compagnie TC Énergie, qui est TransCanada, et cette usine-là ne fonctionne pas. Elle est gardée sans fonctionner.
et elle est financée entièrement par Hydro-Québec actuellement. C'est-à-dire que cette usine-là nous a coûté environ 2,3 milliards de dollars à ce jour. Et il y a des ententes sur 20 ans actuellement pour une centaine de millions supplémentaires pour la garder fonctionnelle. Pour mieux comprendre ce que vient de nous dire Normand Baudet, écoutez ce segment d'entrevue d'André Bellil racontant l'un des faits d'armes historiques de la QLPA, l'Association québécoise de lutte contre les pollutions atmosphériques. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui a fait en sorte qu'André et moi, on a fait connaissance. C'est la bataille du Suroît. La bataille du Suroît, les centrales au gaz. On nous proposait 12 centrales au gaz parce qu'on manquerait d'électricité au Québec. Quelqu'un en relations publiques m'a dit que c'était orchestré pour susciter un sentiment d'urgence chez les Québécois pour accélérer la construction de la centrale du Suroît. Oui, puis on se basait aussi sur le verglas qu'on venait d'avoir il n'y avait pas tellement longtemps. Ah oui, c'est donc vrai. Là, on voulait faire peur aux gens, on va geler dans le noir, on a besoin de sécurité, ça prend des centrales au gaz. La centrale du Suroît était une centrale au gaz naturel. Et là, il y a un chiffre qui est sorti dans les médias qui a fait très mal à Hydro-Québec. Oui, il y a des gens qui ont calculé les émissions en termes de gaz à effet de serre. Ben, c'était l'équivalent des émissions de 600 000 voitures. À partir de ce moment-là, ça a commencé à déraper un peu. On a organisé une mobilisation. On s'est retrouvé à 25 sous zéro. On était 10 000. Et ça a fait en sorte de véritablement changer la donne au niveau médiatique. Et ça a été une super belle bataille, une belle victoire de l'AQLPA et des groupes citoyens. Mais malheureusement, on en a échappé une, qui est la centrale de Bécancour. Ouais. La centrale de Bécancour, ils l'ont ouverte pareil. Oui, et ça, on paye très cher pour quelque chose qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Elle a fonctionné pour une période d'à peu près 14 mois et a émis 1 800 000 tonnes de gaz à effet de serre. Mais les États-Unis, qui importent de l'énergie du Québec, ont dit, ben là, votre énergie est moins propre. Est moins propre, donc on va la dévaluer, on va la calculer ou la mettre au même niveau que l'énergie produite par le gaz, parce que c'était produit par le gaz. Donc, on perdait 3 sous du kilowattheure. Donc, on passait de 9 sous à 6 sous. C'est 300 millions d'un coup sec. Et là, ça a fait en sorte que Hydro-Québec a commencé à sortir la calculette, puis on dit, on perd de l'argent, donc on la ferme. Ouais, et là, Hydro-Québec a dit, non seulement on la ferme, mais on va payer pour la tenir fermée, parce que là, il y a un contrat de 20 ans avec TransCanada Énergie. TransCanada, vous savez, la même compagnie dont on parle par rapport au dossier des pipelines. C'est à eux autres qu'on paye ça. Ben oui. Et là, ben c'est 150 à 180 millions de dollars par année qu'on paye sur 20 ans pour que l'usine ne fonctionne pas. S'ils nous avaient écoutés à l'époque, ils n'auraient jamais ouvert cette centrale-là et on aurait pu se sortir avec beaucoup d'argent dans nos poches qui arrive à peu près, j'ai fait les calculs, après 20 ans à l'équivalent du CHUM et du CUSUM. Dans le contexte de crise climatique grandissante, où l'importance de sortir des énergies fossiles s'impose comme urgente et incontournable, les grandes quantités d'énergie renouvelable, comme notre hydroélectricité, sont le cœur de notre transition rapide et réussie, permettant du même coup à nos communautés d'être plus résilientes face aux impacts présents et à venir. Mais pour cela, la condition, c'est que comme citoyennes et citoyens, nous restions en contrôle de ce qui nous appartient. On a des individus, des personnes qui allègrement s'amusent de circuler de la production électrique, donc une société d'État. Ils s'en vont, ils viennent du secteur privé, ils s'en vont travailler pour la société d'État. Ils appliquent leur logique entrepreneuriale à une société d'État qui vit des fonds publics et ils retournent par la suite, au bout d'un an ou deux, travailler pour l'entreprise privée au niveau gazier. Thierry Vandal, qui a quitté récemment Hydro-Québec et qui maintenant est sur le conseil d'administration de TransCanada, qui est l'entreprise qui pousse derrière les grands projets actuellement. On a vu Énergie Est et on voit le projet Gazoduc actuellement, qui sont des projets qui servent en fait essentiellement à nourrir les intérêts des actionnaires de TransCanada et à faire en sorte que Hydro-Québec garde ce genre d'ouverture au développement énergétique dans le modèle dont les entrepreneurs préfèrent. On a en Hydro-Québec le mécanisme idéal pour être capable de parler de réduction d'émissions des GES. Donc,
Au niveau de l'hydroélectricité, on a ce mécanisme-là qui est là. On pourrait offrir des tarifs préférentiels à nos municipalités, à nos MRC, à nos organismes communautaires pour accélérer le processus d'électrification régionale dans les communautés et de leur capacité de résilience face à des chocs climatiques. Donc, on parle réellement d'un développement, mais à valeur ajoutée pour les citoyens, qui ferait en sorte de réduire la quantité de GES, qui ferait en sorte d'accroître l'offre de services électriques et qui ferait en sorte qu'on pourrait éventuellement espérer se sortir du cul-de-sac économique dans lequel on est actuellement.